Café Coaching, tous les mardis avec Elodie. Eh bien bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver et je suis ravie de retrouver Claudie Caufour qui est déjà venue nous parler de sexualité et c'était une émission passionnante, alors on s'est dit bah tiens si on recommençait. Et elle a dit OK. Et elle a dit OK, c'est génial. Claudie Caufour, elle est thérapeute en psychologie et sexologie clinique. Elle est thérapeute de couple et elle a écrit un livre que je vous conseille, Sexualité épanouie en 15 étapes. Aux Presses du Châtelet. Aux Presses du Châtelet. Voilà, donc restez avec nous, on est ensemble jusqu'à 14h. Café Coaching, tous les mardis avec Elodie. Alors, de quoi on parle aujourd'hui ? On parle de sexualité, mais précisément de l'incidence de la pornographie sur la sexualité. Quand j'ai contacté Claudie pour aborder des sujets de sexualité à la radio, c'est ce dont tu m'as parlé en premier. Tu m'as dit le message que tu veux passer le plus, c'est vraiment... Ça me semble très important parce que, je le disais la dernière fois, la sexualité, au final, c'est quelque chose qu'on apprend, qu'on acquiert par des apprentissages qui vont se faire seuls au fil du temps et dans le développement psychosexuel ou qui vont nécessiter parfois plus pour la femme des apprentissages. Mais pour autant, hormis ce côté un petit peu, on va dire, progressif, je m'aperçois qu'il y a quelque chose qui vient vraiment troubler ces règles-là et qui viennent souvent limiter l'accès au plaisir des personnes, voire rendre souvent les hommes de plus en plus... qui vont les déconnecter de leur désir sexuel. On se demande souvent pourquoi l'homme n'a pas de désir sexuel, parce que c'est pas tellement dans la nature du masculin de ne pas avoir de désir sexuel coïtal, c'est les films pornographiques. Alors, je vais quand même préciser et cadrer ce que je suis en train de dire. Parce qu'on aurait tendance à croire l'inverse. Et oui, on aurait tendance à croire l'inverse. Mais la précaution oratoire quand même que je veux prendre, c'est dire que là, on n'est pas là pour faire le procès des films pornographiques. Moi-même, je peux me servir de films pornographiques ou en tout cas inciter certains patients avec des consignes particulières à faire l'usage de films pornographiques, par exemple pour réparer certaines fonctionnalités sexuelles. Mais pour autant, la manière dont un homme peut utiliser, et on verra ce que ça veut dire après, le film pornographique, on s'aperçoit que ça peut entraîner certains troubles qui rendent l'homme, justement, soit plus capable d'avoir envie d'avoir une relation coïtale avec sa partenaire, ou simplement, autrement dit, aussi de ne plus avoir de désir sexuel. D'accord. Et tu dis beaucoup un homme. C'est un homme les conséquences chez les hommes. Chez les hommes, mais aussi chez les femmes. Mais pourquoi est-ce que je dis beaucoup un homme ? Parce que finalement, comme je l'avais expliqué au cours de la précédente émission, le désir sexuel de l'homme et son appropriation génitale passe beaucoup par le fait de toucher, de toucher son pénis, d'avoir un accès tactile et visuel. Donc, l'homme développe sa sexualité beaucoup à travers l'image, à travers l'image, le fait de voir quelque chose. Donc, les films pornographiques intéressent beaucoup plus un public masculin qu'un public féminin. Finalement, un public féminin, ce serait peut-être plus par la lecture. Oui, exactement. Parce que justement, ce vagin qui n'est pas accessible à la vue va demander plutôt que la femme imagine, ressente ce qui se passe dans son corps. Et là, on est sur quelque chose du domaine de comment est-ce que je perçois ce qui se passe dans mon vagin et comment est-ce que j'élabore un imaginaire sexuel qui va déclencher mon réflexe de l'excitation génitale quand je suis une femme. Mais ceci étant, quand des femmes regardent, c'est plus rare, mais quand des femmes regardent aussi des films pornographiques, fréquemment, elles arrivent avec les mêmes difficultés. Ah oui, donc ça provoque ça a les mêmes conséquences. Les mêmes causes créent les mêmes effets. Et alors, j'aimerais bien qu'on commence, avant de parler après vraiment la problématique chez l'homme, chez les hommes ou l'homme, et qu'on parle des ados. Parce que, oh là, c'est terrible ça. Ouais. Non, c'est vrai que ça me touche beaucoup ça. Et oui, parce que ça m'a interpellée quand on en a discuté. Mais oui, parce que je reçois beaucoup d'appels téléphoniques finalement, et parfois aussi, alors moins dans mon cabinet, mais parce que les ados ils ont pas d'argent et donc ils consultent beaucoup moins. Mais il y en a un petit peu quand même qui ont un petit peu d'argent parce qu'ils commencent à travailler tôt et qui me consultent. Et finalement, je vois que c'est un public qui a une représentation de la relation coïtale à l'autre, donc et du véhicule d'excitation, qui est complètement erronée. Tout récemment, j'avais un petit couple dans mon cabinet, donc lui 18, elle 17 ans, et lui... Qui sont venus te voir, c'est génial. Ouais, il travaillait très tôt, ce jeune-là, et finalement, il arrive en me disant, oui, je viens vous voir parce que, c'est une anecdote quand même intéressante, je suis éjaculateur précoce.
Alors je lui dis, tu as peut-être un problème d'éjaculation précoce, mais tu n'es pas éjaculateur précoce. Oui. Donc qu'est-ce que tu entends ? On ne s'identifie pas au problème. C'est ça. Et il me dit, j'éjacule. Je lui dis, au bout de combien de temps ? Il me dit, au bout de 5-10 minutes. Ok. Et tu voudrais que ça dure combien de temps ? 2 heures. 2 heures. Parce que ma copine, avec son ex, ça durait 2 heures. 2 heures de va-et-vient. Oui, 2 heures. Je lui dis, mais ta copine, je pense qu'elle t'a pas vraiment dit la réalité, ou elle t'a dit quelque chose qui la valorisait. Mais je lui dis, mais une relation sexuelle, une pénétration, n'est pas faite pour durer 2 heures. Alors, quand est-ce qu'on parle de précocité ? On parle de précocité en dessous, on va dire, de 2 minutes. Donc, 5-10 minutes. Il y a une enquête assez récente qui a été faite sur la durée idéale d'une relation sexuelle. C'est entre 7 et 13 minutes. Relation sexuelle, préliminaire inclus. D'accord, oui. D'accord. Donc, on est loin de ce qu'on s'imagine. On est très loin de ce qu'on s'imagine. Mais ce qui est important pour recadrer sur le sujet, c'est que dans la tête de beaucoup de jeunes hommes, un pénis, c'est quelque chose de la taille d'une trompe d'éléphant, probablement. Et la capacité normale d'un homme, c'est de pénétrer une partenaire pendant aussi longtemps que dure un film pornographique. Et oui. Voilà, c'est ça. Et avec un agir très codifié. Je dois d'abord faire ça, je dois d'abord faire ci. Ma partenaire doit réagir comme ça. Il faut qu'elle crie très fort. Si elle crie pas très fort, c'est qu'elle n'a pas du plaisir. C'est moi qui dois lui donner du plaisir. Comme si les femmes étaient incapables d'aller chercher elles-mêmes leur plaisir. Et finalement, ça crée une représentation, tout un tas de représentations complètement erronées dans la sexualité qui emmène finalement un vécu sexuel à être décevant. Et puis robotisé, finalement, complètement coupé d'émotions et de ressentis. Exactement. On n'est plus du tout dans la représentation, dans la dynamique émotionnelle, affective. On est dans quelque chose de l'ordre de la performance uniquement. Et comme la barre qui est fausse, mais elle est très très élevée, forcément on est déçu. Eh ben oui. Et qu'est-ce qui va se passer ? Ce jeune homme à qui la partenaire lui a fait croire que son précédent petit copain, ça durait 2 heures, lui qui dure de 5 à 10 minutes de pénétration, il se vit comme étant nul. Nul, et oui. Et donc, ça fragilise déjà sa construction et son image de lui-même dans la sexualité, alors que ce jeune homme est tout à fait normal. Et n'empêche que quelqu'un, il y en a beaucoup, énormément, des hommes qui se croient nuls alors qu'ils sont dans une certaine normalité. C'est ça. De par un manque d'information, une désinformation même. C'est ça, une absence d'information, une désinformation donnée par un film pornographique. Le nombre aussi de jeunes garçons qui m'appellent en me parlant de la taille de leur pénis. Oui, et oui, du coup. Parce que justement, dans les films porno, évidemment, les hommes ont un long pénis, mais on les choisit un petit peu aussi pour ça. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Je dis souvent avec beaucoup d'humour que avoir un très très long pénis, c'est comme comme dormir toute sa vie les pieds à l'extérieur du lit, quoi. C'est un petit peu dommage. Ouais. C'est un petit peu une provocation. Mais un jeune homme qui a un pénis, la taille d'un pénis, c'est entre 12, on va dire, et 14 cm, quoi. Et c'est pas 25 cm. 25 cm, on est hors norme. Et quand on sait une fois qu'un vagin est dilaté, il fait aussi 12-13 cm. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. La nature est plutôt bien faite. C'est ça. En plus, c'est plutôt bien fait et ça va plutôt bien ensemble, quoi. C'est ça. Et du côté des filles, des jeunes filles, c'est pareil. J'ai l'impression que cet accès à la pornographie, aux vidéos... elles ont l'air complètement perdues, ces pauvres... Elles ont l'air perdues et c'est ce que j'appelle des jeunes femmes qui ont une sexualité étendard. C'est-à-dire, je dois faire comme si, je dois me comporter de cette manière-là, il faut que je crie fort, il faut que je bouge de telle et telle manière. Et finalement, elles sont très très loin de... Ça n'apprend pas la jeune fille à descendre dans ses organes génitaux, à être active avec son périnée, à ressentir ce qui se passe en elle. Elles vont jouer un rôle. Voilà. Et finalement, avec un manque de plaisir à la fin. Avec un manque de plaisir. Moi j'arrive, je vois des patientes qui sont devenues femmes maintenant, et qui me disaient, mais oui, mais quand j'étais jeune, je prenais mon pied, je bougeais comme ci, je faisais comme ça, et là, je ressens plus rien. C'est pas qu'elle ressente plus rien du jour au lendemain, c'est qu'elle avait une sexualité en reflet de ce qu'elle pensait que le partenaire attendait, oui, et par rapport à ce qu'elles avaient pu voir ou ce que l'homme a pu lui dire ou lui montrer de la sexualité, mais c'est absolument pas quelque chose qu'elles ressentent, qu'elles habitent dans la dynamique sensorielle. C'est important. Quand on fait l'amour, on cherche à ressentir des sensations. On joue pas un rôle. Ouais. Et du coup, ces ados...
qu'est-ce qu'on Et pas forcément des ados. Hein. Alors, ces ados... Non, mais là, parce que moi, là, vraiment, c'était juste... Après, on parlera des adultes. Ouais. Mais là, je parlais pour les ados parce que je trouve quand même que là, depuis quelques temps... moi, le peu avec qui j'ai discuté, je les sens quand vraiment paumés, quoi. Oui. Et je les sens à la fois... C'est marrant parce qu'à un moment... J'étais choquée en me disant, mais mon Dieu, j'ai l'impression qu'ils ont accès à des choses trop rapidement, trop facilement. Très, très, très tôt. Et puis, après, quand on creuse un petit peu le sujet, on se rend compte qu'il y a un grand paradoxe, parce que à la fois, ils vont tester des trucs très rapidement qui peut-être, alors est-ce que c'est moi qui me suis fait cette image en tout cas, moi, j'ai l'impression que moi, à mon époque, bon, je suis pas très vieille, hein, en plus, je suis pas si vieille que... mais j'ai l'impression que nous, c'était un peu par étapes, c'est ça. On découvrait, par étapes, petit à petit, et que eux, c'est l'inverse. Qu'est-ce qui a changé, tout leur arrive d'un coup, violemment. Parce que pour moi, c'est violent. La vision de films pornographiques, quand on a 11, 12, 13 ans, et c'est un sport national. Hein. Les gamins, moi, j'incite les parents à aller regarder sur le téléphone portable de leur enfant. Ils vont voir les vidéos qui circulent dans la cour de récréation et sur les téléphones portables de ce que leurs enfants regardent à des âges 8, 9, 10 ans. Et c'est un sport national. Et ils regardent vraiment des images qui sont... pour certaines d'entre elles, à vomir. Quoi. Violente même. Bien sûr, sexuellement violente. C'est violent. Et du coup, par contre, dans ce paradoxe, couper de plaisir, c'est-à-dire à la fois des pratiques, ça peut être la fellation, ça peut être toutes ces pratiques-là, le rapport en lui-même, qui vont pratiquer, mais en même temps, on pourrait dire que c'est des pratiques qui sont censées donner du plaisir, c'est le but. C'est ce qu'on recherche. Et en même temps, qui sont pour eux complètement dénués de plaisir. C'est ça le paradoxe. Mais oui, parce que finalement, c'est un public très jeune qui a accès à quelque chose... c'est un public jeune et immature par rapport à ce qu'il leur est donné de voir. Et à partir de ce qu'il leur est donné de voir, il se crée une représentation dans laquelle la dynamique du plaisir n'a pas sa place. On parle pas de plaisir. On voit, un gamin de 9-10 ans qui voit ça, c'est comment je vais pouvoir singer ça. Mais la dynamique du plaisir, il n'y a pas les mots de l'adulte pour parler de plaisir. Et c'est ça qui Donc c'est une gymnastique sexuelle dans laquelle on va chercher à se valoriser et dire qu'on en a fait le plus possible. Mais une fois de plus, c'est ce qu'on disait la dernière fois, on parle pas de plaisir, on parle pas de respect de l'autre, on parle pas de respect de soi, on donne pas les fondamentaux. Et justement, c'est ce qu'on disait, il y a peut-être un gros manque au niveau de l'éducation. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a... ce que je disais la dernière fois, un article que j'ai lu dans les années, ça fait, je sais même plus, l'obligation de donner de l'éducation sexuelle à l'école, elle date d'il y a quand même vraiment très longtemps. Oui. Elle n'est pas du tout appliquée et quand elle l'est, elle ne l'est que pour parler de prévention. Oui, c'est ça, la prévention et les risques liés à la grossesse et aux IST. Voilà. Alors que l'objectif était de parler de un des objectifs était de parler de sexualité dans la sexualité du plaisir. Et du coup, c'est vrai qu'il y a un manque d'éducation de ces enfants et de ces ados autour de la sexualité et du plaisir. Oui, il y a un manque d'éducation avec, comme je disais tout à l'heure, avec une absence de limite dans l'apport de ce qui est montré et donné. Oui. Ça, c'est les conséquences directes d'Internet. Où on se dit finalement, tiens, maintenant il a 10-11 ans, je peux enlever les fameux freins. Mais même si les parents mettent un contrôle parental... Ils y arrivent. Ils mettent un contrôle parental sur ce qui se passe chez eux, ils ne mettent pas un contrôle parental sur ce qui se passe chez le petit camarade de leur enfant. Ouais, c'est compliqué, hein. Comment on fait ? C'est une très, très, très bonne question. On est très vigilant en tant que parents. On parle de sexualité en sachant que ouvertement, je connais pas beaucoup Oui, c'est ça. Plus on va parler de la réalité de la sexualité homme-femme, plus on va expliquer que cette sexualité, cet acte sexuel s'inscrit dans quelque chose justement qui nécessite le respect, qui nécessite le fait de vivre certaines expériences quand on est prêt à les vivre et non pas de les vivre pour
pour pouvoir dire qu'on les a vécus et ne pas se sentir en décalage, qui va parler, quand on est aussi un parent qui est capable de parler du corps, qui est capable de parler du développement psychosexuel, qui est capable d'expliquer à leur enfant que c'est normal qu'il se masturbe, mais comment le faire, ne pas le faire devant les camarades, ne pas le faire dans le salon devant les parents, qui est capable finalement de donner une vraie, communication sans tabou autour de la sexualité, tout en respectant les questions de l'enfant et son développement, et si je dis c'est idéal, hein, mais ça n'arrive pas. Mais si on n'y arrive pas, peut-être se donner se tourner vers des personnes qui peuvent le faire. C'est ça. Et dire à son enfant, voilà. C'est ça. Tu peux... Puis après, ça peut être une autre personne dans la famille. Ou une amie, ou un ami, ou n'importe qui, oui. Quelqu'un, des référents, justement, d'adultes qui vont pouvoir parler. Parce que, oui, il y a beaucoup de parents, on va pas se mentir. Hein. C'est excessivement rare d'entendre dans les cabinets que les personnes qui sont en difficulté dans leur sexualité ont eu eux-mêmes des parents qui ont parlé de la sexualité, justement, au sein des foyers quand ils ont grandi. Parce que c'est très rare. On ne peut transmettre que ce qu'on a reçu et ce qu'on est en capacité de faire. C'est pour ça d'ailleurs que cette éducation n'est pas faite à l'école. Un professeur on demande à un professeur même de SVT, Sciences et Vie de la Terre, de parler de sexualité. Si cette personne elle-même n'est pas en phase avec sa propre sexualité, c'est pas facile de parler de sexualité. Et puis, oui, faut... La personne, elle peut être très bonne dans un domaine, mais dans ce domaine-là, elle n'a pas fait des études pour ça non plus, quoi. Bien sûr, c'est donc, ça. Ouais. Personne n'est formé à ça. Il faudrait des interlocuteurs particuliers. C'est ça, tout à fait. Pour former en tout cas informer surtout. C'est pour ça que je trouve que ces émissions sont très très importantes et d'ailleurs je trouve, et je te félicite pour ça, que c'est très courageux de ta part d'entamer ce sujet-là et de parler de ce sujet-là de manière naturelle finalement à une heure où tout le monde peut l'entendre. Eh ben écoute, merci, moi c'est mon but d'informer. Oui. c'est le constat, c'est les gens ils sont curieux. Ils sont curieux et ils ont besoin. Oui, les gens sont demandeurs. Moi, je l'ai remarqué, hein, parce que dans d'autres émissions aux Antilles, quand je vais aux Antilles, on me demande très souvent de parler de sexualité à la radio. On pose beaucoup de questions et je vois à quel point les gens sont curieux. Parce que, une fois de plus, personne ne parle de ça. Ça, comme tu dis, de ça. Ouais. C'est ce qu'on disait dans la dernière émission 2015 et des fois on se dit waouh, on a avancé sur beaucoup de choses mais pas sur ça. Pas sur le terrain de la sexualité, absolument. On a encore vraiment beaucoup de travail. Café Coaching tous les mardis avec Élodie. Eh bien oui, on est mardi et moi je suis avec Claudie Caufour, qui est thérapeute en psychologie et sexologie clinique. Elle est thérapeute de couple. Oui. Voilà, elle est déjà venue nous parler de sexualité. Elle revient parce que c'est un sujet dont il faut qu'on parle, puisque c'est ce qu'on disait avant la pause. On est en 2015 et on est un peu arriéré. On est en avance sur plein de choses technologiquement. D'ailleurs, cette technologie qui allait très vite nous donne accès à énormément d'informations, dont la pornographie, qui n'est pas mauvaise en soi, mais qui altère quand même la vision de la sexualité, qui crée certaines problématiques. On parlait des ados, maintenant on va parler un peu plus des adultes. Oui, qui altère la vision et qui altère aussi l'agir sexuel, la pratique. Le vécu sexuel d'une personne. Quand je parle de pornographie, et les personnes vont bien comprendre, je donne souvent cet exemple-là dans mon cabinet. Je dis que pour un homme, aller regarder fréquemment de la pornographie, et c'est comme, j'appelle ça le trop de sel. Je prends souvent des exemples alimentaires quand je parle de sexualité, parce que c'est la même chose. La porte d'entrée, c'est nos sens, nos 5 sens et l'imaginaire sexuel. Quand on mange, c'est la même chose. Le sens privilégié, évidemment, ce sera le goût, mais il y a aussi l'odorat, il y a aussi la vue. Si c'est bien présenté, ça peut mettre en appétit. Bien sûr. Et puis l'imaginaire, quel goût je vais avoir quand je vais croquer dans cette chose-là qui est devant moi et que j'ignore. On prend l'exemple suivant. Je dis à un homme, imaginez que pendant 90 jours, sans que vous le sachiez, progressivement, je vais demander à votre maman ou votre compagne de mettre une petite pincée de sel supplémentaire dans votre plat. Une petite pincée supplémentaire à la veille. Au bout de 90 jours, qu'est-ce qui va se passer ? Mais il va se passer que cette personne, son cerveau va prendre l'habitude de manger 90 fois trop de sel, mais sans
qu'elle ne s'en soit aperçue, puisque c'était une exposition progressive, sensorielle, buccale, d'accord ? Et le 91e jour, sans que la personne ne le sache, on revient à la quantité initiale et on lui propose le plat. Qu'est-ce qui va se passer selon toi, Élodie ? Elle va le rejeter, elle va le trouver pas à son goût. Ouais, elle va le trouver fade. Fade. C'est la même chose pour la sexualité. Quand un homme ou une femme se met régulièrement devant des films pornographiques, le choix déjà du scénario, il peut progressivement diminuer. C'est-à-dire, on prend un gamin qui se met à regarder des films pornographiques, qui va regarder des scènes qui mettent en œuvre des femmes et des hommes. Et puis progressivement, à un moment, il va être amené à voir une scène qui met en scène des situations, je sais pas moi, de soumission, d'humiliation. Je pense à cet exemple-là, je pense à un patient, d'humiliation d'une femme ou des scénarios où on veut utiliser du latex avec la femme veut utiliser des vêtements en latex où elle va dominer, soumettre son partenaire. J'aime pas le mot dominer et soumettre d'ailleurs. Elle va se mettre à être violente vis-à-vis de son partenaire, le rabaisser, le fouetter. D'accord ? Et si cette image-là procure une forte charge émotionnelle chez la personne, positive, cette personne-là va vouloir de nouveau être exposée et revisionner ce genre de film-là. D'accord. Donc, le choix de ces films va être progressivement se réduire. Elle se codifie, j'utilise des termes importants. Elle va devenir de plus en plus codifiée. Et plus une personne va codifier sur des codes restreints, un seul code. Je ne regarde plus que des films où la femme doit porter tel type de latex et doit porter des talons. Quand je me retrouve avec ma partenaire qui va vouloir un échange émotionnel avec moi, que je l'embrasse, de la douceur, que je lui dise que je l'aime, que j'ai envie de toucher sa peau, échanger avec moi aussi bien dans la communication que dans le sentimental. Qu'est-ce qui va se passer ? Ça peut ne pas déclencher mon excitation. Et oui. Parce que ce n'est plus suffisamment excitant pour moi, parce que les codes dont j'ai besoin, auxquels je me suis progressivement programmée, ne seront plus présents dans cette situation-là. Donc la situation perd de son intérêt. Elle n'est plus excitante. Pour qu'un homme ait une érection et pour qu'une femme ait le réflexe de l'excitation génitale, il faut que la situation soit sexuellement excitante. Si je me programme pour être excitée à avoir tel et tel et tel type de situation, fortement codifiée, dans une relation normale, normative, émotionnelle, génitale, ce ne sera plus excitant. Donc le réflexe de l'excitation ne sera plus là. Donc il y a beaucoup d'hommes qui viennent me voir en disant « j'ai plus de désir sexuel ». Dans 99,99% des cas, quand je les interroge sur leur activité de masturbation et ayant comme support les films pornographiques, c'est lié, c'est intimement lié. C'est intimement lié. Mais c'est vrai qu'en plus, par rapport à, je pense, il n'y a pas si longtemps quand même, j'ai l'impression que c'est très récent, ces sites dont on entend parler comme YouPorn. Alors ça, voilà. C'est vrai que 10-15 ans en arrière, il n'y avait pas, c'est ce qu'on appelle des troubles du code de l'excitation. Voilà, il n'y en avait pas autant. Troubles du code. Oui, il n'y en avait pas autant. Maintenant, comme justement ces films pornographiques, ils sont accessibles, 2, ils sont gratuits, et 3, on peut en voir autant qu'on en veut. Déconcertante, parce que il y a 15-20 ans, finalement, la vidéo, il fallait aller quand même dans un club vidéo, il fallait oser. Puis on en achetait qu'un. Et puis il y en avait un, et puis qu'on cachait, et puis qu'on ressortait une fois de temps en temps. Bon, voilà, il y avait un côté, c'est sympa, c'est marrant. Ça, à la limite, ça crée peut-être un peu de piment. Finalement, ça avait peut-être l'effet inverse. Dans les couples, les couples avaient 2-3 films, un certain nombre de films qu'ils utilisaient pour pimenter leur excitation. Et des films avec des codes, on va dire, qui se rapprochent de la réalité de ce que vit en couple. Et puis, qui n'étaient pas... vu tous les jours, parce que là, ces sites qui sont accessibles et gratuits, comme tu dis, ça peut devenir une addiction, une vraie addiction. Qui sont accessibles, qui sont gratuits, qui utilisent des codes un petit peu extrêmes, donc au final, la personne elle se programme à déclencher une excitation sur ça. Moi, je me rappelle d'un jeune patient, il avait une représentation de la sexualité, justement, un jeune patient de 28 ans. Il avait une représentation de la sexualité comme étant tellement, alors, il faut que je fasse ça, puis 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 ça. C'est-à-dire que dans sa tête... si ça ne se passe pas comme ça, c'est négatif. C'était négatif. Et puis surtout que, finalement, il se disait, mais ça devenait laborieux.
Et comme sa compagne lui avait dit, attends, au début, quand on s'est connus, je voulais bien rentrer dans ce jeu-là, mais il y a des moments, j'ai pas envie que ce soit c'est entrée plat dessert, quoi. C'est comme si on proposait entrée plat dessert tous les jours, quoi. Tous les jours. Même si on aime faire l'amour et même si on est à l'aise avec sa sexualité. Oui. Non, non, parfois. Il faut s'adapter à ses émotions, l'état de fatigue, tout ça. C'est ça. Quoi. Elle avait besoin de quelque chose de plus spontané qui correspondait, à, comme tu le dis, à ses émotions du moment, à son état du moment. Et pour lui, il fallait que ce soit un scénario, donc on est aussi dans le code. Donc, son trouble du code, c'était quelque chose qui était fortement scénarisé en fonction de ce qu'il avait vu dans ces films-là qu'il avait l'habitude de voir. Et il fallait que sa compagne lui renvoie aussi le cri au bon moment. Ouais. Et alors, comment on en sort ? Très intéressant. Comment est-ce qu'on en sort ? Alors... comme pour le sel. Comme pour le trop de sel. Ouais. Non, mais c'est vrai. On fait le chemin inverse, alors. Mon petit bonhomme, à qui j'ai donné pendant 3 mois un petit peu plus de sel tous les jours sans qu'il s'en aperçoive, le 91e jour, je lui ai redonné son plat normal. Il a dit, c'est fade. Il a raison, c'est devenu fade. Il a oublié qu'il y a 3 mois, il adorait. D'accord ? Donc, il peut pas le manger. C'est pas bon, ça n'a pas de goût pour lui. Ça va pas déclencher son appétit. Si on parle de sexualité, ça ne déclenche pas l'appétit sexuel, autrement dit l'excitation. Mais si je m'amuse progressivement à enlever une petite pincée de sel pendant aussi 90 jours, il peut progressivement revenir à sa quantité de sel initiale. Parce que son cerveau aussi, il va se déprogrammer progressivement pour vivre une excitation, pour pouvoir remanger ce qu'il appréciait tellement au début. Pour la sexualité, c'est pareil, sauf que c'est un petit peu plus compliqué parce que ça met en œuvre beaucoup plus de sens. Et il faut justement une rééducation où progressivement, le thérapeute va donner des injonctions spécifiques en fonction de ce que la personne vit. Il n'y a pas... tout le monde n'aura pas le même canevas qu'on va dérouler devant n'importe quel patient. Mais donner donc des injonctions spécifiques pour que la personne progressivement, petit à petit, sorte de son code. Se désintoxique. C'est ça. Parce que finalement, ce que tu disais au début, c'est que la pornographie n'est pas forcément... Là, on en parle dans le cas... dans le cas négatif, dans le côté négatif, mais c'est pas que négatif. C'est l'usage qui est négatif, c'est l'usage que la personne en fait. Ça peut avoir... On peut, sur un homme, par exemple, un homme peut très bien se masturber devant un film pornographique et mettre en œuvre son imaginaire sexuel, renforcer sa masculinité, son intrusivité, le plaisir de pénétrer, fermer les yeux, être dans ses sensations, tant mieux. Tant mieux, voilà. Mais c'est rare. C'est très rare, parce que devant un film pornographique, l'homme devient complètement passif. Ça, je ne l'ai pas dit. L'homme est assis, il stimule comme ça son pénis, il est en charge émotionnelle, il n'est pas dans le génital, il n'est pas en train de vivre une situation génitale, il est en train de se stimuler le pénis devant une situation émotionnelle. Extérieure, mais qui agit sur la sphère émotionnelle. On n'est pas dans le... Voilà, il n'est pas là, il n'est pas dans son pénis. Même s'il stimule son pénis, s'il voit du sexe, il va stimuler son pénis. Mais on n'est pas dans un vécu d'intrusivité. On n'est pas en train de renforcer une intrusivité, c'est-à-dire le plaisir de pénétrer. On est en train d'être passif et non actif. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est pas moi qui suis pénétrant devant un film porno. Je me stimule, j'ai envie de dire, je suis astiquant. D'accord ? Mais oui, je suis pas pénétrant. Donc je ne renforce pas fait d'être un homme et d'aimer pénétrer. Je ne suis pas créateur de ma sexualité. Je suis pas créateur de ma sexualité. Je suis pas dans mes sensations péniennes. Voilà. J'alimente ma sphère émotionnelle. Moi, j'ai l'impression que on est vraiment dans des images qui alimentent et on n'est pas dans des images qui renforcent la génitalité. Et puis, est-ce que ça n'a pas un impact sur le fait de... Comment dirais-je sur le fait de savoir qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me plaît pas. On prend tout. Est-ce qu'il n'y a pas un côté... On prend tout passivement. Voilà, il y a un côté, tiens, ça a l'air bien, ça, ça, apparemment, ça marche. Enfin, bon, c'est que des images. Et puis, du coup, j'ai l'impression que, comme là, tu m'en parles, c'est ce qui me vient, c'est que la personne devient, ce que tu dis, passive, mais n'est même pas capable de dire, tiens, moi, j'aime ça dans la sexualité ou je n'aime pas ça. Oui, parce que la personne se masturbe. Quand on interroge ces hommes-là, ils ne sont pas en train de regarder un film. Ils zappent, ils regardent que certaines scènes.
D'accord ? D'accord. Tout à l'heure, je te disais, on revient et on déprogramme en enlevant progressivement le sel, mais en rajoutant progressivement d'autres épices pour faire découvrir d'autres goûts. Pour qu'un homme soit en capacité d'avoir, du désir sexuel, et d'avoir une érection pour pénétrer, il faut quand même que cette personne-là, il faut que sa tête soit vissée sur son pénis. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ou si je parle d'une femme, que sa tête soit vissée aussi sur son vagin. Mais c'est plutôt l'homme, parce que l'homme, il doit avoir une érection. Donc, avoir la tête vissée sur le pénis, pour un homme, c'est là, quand je suis pénétrant, quand je vis une pénétration, qu'est-ce que je ressens dans mon corps ? Qu'est-ce que ça me fait percevoir comme sensation ? Comment je vais exprimer dans cet acte-là le plaisir de pénétrer ma partenaire ? Et ouais, mais là, c'est ça qui est important. Là, tu rentres dans des sphères qui peuvent être très gênantes pour beaucoup d'hommes, non ? De connecter l'érection à l'émotion. C'est ça, faire l'amour finalement, c'est ça. On le dit pas, mais c'est ça, faire l'amour. Moi, je sais pas, j'ai l'impression que est-ce que c'est pas compliqué pour Non, c'est un apprentissage. N'oublie pas, c'est ce qu'on avait dit lors de l'émission sur le désir sexuel, la sexualité résulte d'apprentissage. Je peux automatiser un geste de masturbation. Être complètement déconnectée de mes sensations péniennes. Et là, j'alimente quelque chose qui n'est qu'émotionnel. Je vais être vulgaire. Elle a un gros cul, j'aime bien ce cul-là, j'ai envie de le prendre. Mais je suis pas dans mes sensations. Faudrait que ce soit filmé, parce que c'est un vrai spectacle, c'est dommage. Elle nous fait les gestes en même temps. Pas. Une pénétration entre en com, c'est je rentre dans un vagin, qu'est-ce que je ressens ? Qu'est-ce que ça me fait percevoir dans mon corps ? Comment est-ce que je vais apprendre à respirer pour faire circuler mes sensations génitales. Oui, il y a une idée. Enfin bon, là, on va plus loin que la pornographie. On est dans le sensoriel. Mais il y a la respiration qui a un lien très fort. On pourra aussi en parler une autre fois, mais c'est très intéressant. Tous les quarts d'heure. Bon, on fera une émission là-dessus. C'est très intéressant, la respiration et la sexualité. Ouais. Mais tout ça pour dire que une sexualité, c'est pas le vécu de charge émotionnelle donnée par des images. D'accord ? C'est pour ça que des hommes, ils disent à leur partenaire, mais bouge, sous-entendu, comme je vois dans les films porno, crie comme j'entends dans les films porno, pour tenir mon excitation. Mais ce sont des personnes, finalement, qui ne sont capables que de vivre une excitation par rapport à ce que l'autre leur renvoie, et non pas par rapport à ce qu'ils sentent de leur corps. Oui, il y a vraiment, du coup, ça fragilise. C'est dans ce sens-là que je dis ça fragilise. Ça fragilise le ressenti, quoi. Ça fragilise l'érotisation de la pénétrance, c'est-à-dire la capacité d'un homme d'aimer être pénétrant et de ressentir des choses dans la pénétration. Oui, et c'est marrant parce qu'on aurait tendance à croire l'inverse. C'est-à-dire qu'on aurait tendance à se dire que la pornographie peut emmener l'homme à aimer... Enfin, c'est pas que ça... Comment dire ? À aimer la pénétration, à vouloir... tu vois ce que je veux dire ? Oui, je vois ce que tu veux dire. Tout à l'heure, je disais qu'il faut diminuer le sel et rajouter d'autres épices. D'accord ? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, sur le plan de la sexualité ? Ça veut dire que tant qu'on vit une sexualité qui n'est pas sensoriellement consciente, on va devoir se reposer sur d'autres choses pour maintenir une excitation. Pour que l'homme maintienne son excitation, c'est-à-dire soit en capacité, d'avoir une érection et de la faire vivre dans la sexualité, il faut qu'il apprenne à ressentir ce qui se passe dans son corps. C'est dans mon corps. La sexualité, c'est corporel. Les prises en charge thérapeutiques doivent passer par la conscience du corps, la conscience sensorielle du corps. Oui. D'accord ? Ouais. C'est très, très important. Tout à l'heure, quand on disait justement qu'un homme était assis devant la télévision, enfin devant son film et qu'il était en train d'astiquer son sexe, justement, il y a une notion qui est importante, c'est comment est-ce que je suis actif ? Non seulement un homme, le trouble du code, c'est quoi ? C'est que j'intègre des codes très, très restreints qui limitent ma sexualité, mais c'est aussi, j'érotise le fait d'être passif. C'est-à-dire, ce qui m'excite, c'est voir une situation de sexualité. Oui. Mais ce qui m'excite n'est plus de vivre dans mon corps une situation de sexualité. Oui, en fait, il y a une coupure. C'est plus intéressant. Il y a une coupure totale. C'est ça. Et c'est pour ça que je dis, on aurait tendance à croire l'inverse. On aurait tendance à croire que ça stimule le corps, mais finalement, ça stimule la tête. Ça stimule le plaisir de regarder un film. Voilà. Ça ne stimule pas
et de s'astiquer, c'est-à-dire de vivre une stimulation sexuelle, mais je suis pas, enfin, la notion de être actif pour un homme, pour une femme aussi, mais plus pour un homme, parce qu'il doit être en capacité d'avoir une érection. Il y a deux notions qui sont importantes. Comment je suis acteur dans ma sexualité, c'est moi je me repose sur mon propre imaginaire sexuel que je fais défiler dans ma tête. Et comment je suis actif par mes mouvements de corps, par mes mouvements de bassin, et non pas sur ma main qui vient sticker mon pénis. Et puis dans une réalité. Dans une réalité. Avec l'autre. Avec l'autre, et du coup avec de l'émotionnel, du quotidien et c'est tout. Exactement et ça. En fait, on n'est pas en train de tourner un film porno, on est en train de vivre une On n'est pas en relation. train de tourner un film porno quand on est spectateur de film porno et en train de se stimuler devant un film porno. On est en train de, comment dirais-je, de toutouiller sa bistouquette, là. Désolée de dire ça. Mais toutouiller sa bistouquette devant une image. Et en rien, ça va renforcer la capacité d'un homme de se vivre masculin, de se vivre pénétrant, de développer un imaginaire sexuel et de ressentir des sensations génitales. Tu vois, c'est intéressant d'en parler parce que donner cette information parce qu'on pourrait vraiment penser l'inverse. Et en fait, c'est exactement l'inverse qui se passe. Enfin, du coup, comme d'hab, l'information, c'est important. Je reviens sur ce que tu disais sur les ados, pardon de te couper, parce que c'est important. Justement, tu disais tout à l'heure, comment faire ? Si les parents peuvent avoir ce langage-là avec leur ado et d'expliquer que la relation sexuelle, c'est pas juste quelque chose qui se passe au niveau génital, parce que ce serait de la gymnastique, mais c'est quelque chose aussi qui se passe dans la connaissance de la jeune fille qu'ils ont en face d'eux et dans une dimension affective et émotionnelle. Là, c'est gagné, c'est le début de la victoire. C'est comme on dit finalement à chaque fois, c'est de l'éducation, de la communication, comme pour tout, quoi. C'est de l'éducation. Vous êtes dans Café Coaching, on est sur Radio Pluriel, on est ensemble jusqu'à 14h, on arrive à la fin. Et moi, je suis avec Claudie Cofour, qui vient déjà pour la deuxième fois nous parler de sexualité. Et c'est passionnant. Puis moi, je suis très, très heureuse qu'on donne de l'info sur ce sujet qui paraît justement moins tabou qu'avant, mais qui est avec beaucoup de mauvaises informations, de désinformations. Et finalement, toujours aussi tabou. On croit que c'est plus ouvert, mais ça ne l'est pas tant que ça. On est loin de la vraie liberté sexuelle comme on peut l'entendre. Aujourd'hui, on parle de l'incidence de la pornographie sur la sexualité. On a parlé des ados, on a parlé des adultes. On va parler un peu des femmes dans tout ça. J'ai une question, justement. Un constat, justement, je te donne un exemple concret. Un couple, un homme qui a plus de besoins qu'une femme, ce qui est quand même très fréquent. Oui, c'est clair. Et une femme qui n'accepte pas pour autant ou qui ne peut pas entendre que son mari se masturbe. Et encore moins devant un film porno. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, c'est vrai, c'est une réalité qui arrive. Moi, j'ai déjà eu des patientes qui étaient à la limite à 2 pas du divorce à cause de ça, quand elles ont surpris leur homme se masturber. Et ça, pour elles, ça les choque beaucoup. Mais se masturber, et encore plus devant un film pornographique. Ouais. Ça, c'est intéressant parce que ça touche à la construction de la représentation de la sexualité. Dans la tête des personnes, est acceptable l'idée qu'on puisse se masturber quand on est seul, mais plus du tout quand on est en couple. Alors, pour énormément de gens, c'est ça. Hein. Oui, c'est ça, justement. Et beaucoup plus de femmes d'ailleurs que d'hommes. Dans la relation à deux, très souvent, l'homme demande à sa partenaire « Montre-moi comment tu te caresses. J'aimerais pouvoir te caresser de la même manière. Dis-moi. » Et j'ai des femmes qui me disent « Je vous le dis, parfois je me masturbe, mais surtout vous ne lui répétez pas. » Comme quoi le tabou justement de la femme et du tabou social qui est encore très très prégnant dans notre société. Faut pas se leurrer, les choses n'ont pas du tout bougé. Alors non mais c'est vrai. La sexualité, c'est pas quelque chose, on n'est pas à l'église. Moi, souvent, je dis à mes patients, je suis pas un prêtre, je suis pas un curé, c'est pas la bonne grille d'évaluation. Donc, quand on rentre dans son cabinet, on pose au vestiaire ses croyances, mais c'est super compliqué parce qu'on n'en a pas conscience. Donc, c'est ça. Je pourrais dire on pose au vestiaire ses croyances, mais au contraire, on va aller ramener la grosse valise des croyances dont on n'a pas conscience, et puis on va commencer justement à décortiquer
et voir que dans se masturber, c'est mal, et mon compagnon n'a pas le droit de se masturber, ou ma compagne ne doit pas se masturber, ou en tant que femme, je ne dois pas comme m'a dit une jeune fille de 19 ans, j'estime qu'il ne m'appartient pas de me donner du plaisir. C'est une belle croyance, ça. Waouh. C'est marqué où ? 19 ans. 19 ans, 2015. Mais c'est de la croyance, tout ça. Ouais. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que dans la sexualité, beaucoup plus de la femme que de l'homme, il y a énormément de croyances qui vont limiter le désir sexuel. Ce qui est bon et juste dans la sexualité, c'est ce qui va permettre à deux personnes de se retrouver, de se trouver, de construire une sexualité harmonieuse pour les deux personnes. Ce qui est mauvais, donc c'est le contraire. Il n'y a pas de choses qui se font ou des choses qui ne se font pas. Et très souvent, parmi les choses où on imagine que ça ne se fait pas, ça prend racine dans quelque chose dans justement notre système judéo-chrétien, dans ses racines profondes, où finalement, comme je dis, pour aller voir dans mon livre, j'en parle très bien, pour comprendre un petit peu comment une société fonctionne dans ses croyances, on va chercher dans la mythologie de la société. Et dans notre mythologie, à nous, il y a l'icône de la femme, c'est la maman de Jésus, qui a même pas eu de rapport sexuel pour avoir son bébé. Non, mais c'est vrai. J'appelle ça la dichotomie des deux Maries. Donc on a Marie, la maman de Jésus, pure, chaste, vierge. Bah oui, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Puis de l'autre côté, notre Marie-Madeleine, la prostituée. Mais entre les deux, une femme qui a un vagin, qui a un clitoris qui sert quand même à quelque chose et qui ne sert qu'à avoir du plaisir. Je me dis que dans tout ça, si Dieu existe et s'il a bien fait les choses, il a mis un clitoris à l'entrée du vagin, ça doit bien servir à quelque chose. Ça, c'est sûr. Oui, c'est vrai, ça doit bien servir à quelque part à quelque chose. Si on part du principe que voilà, et tout... L'organe, à quoi servent les organes ? Si chaque organe sert à quelque chose, c'est que... C'est voilà, ça, le clitoris de la femme. 16 000 terminaisons nerveuses dédiées au plaisir dans la sexualité. Bon. D'accord ? Alors, ça se fait pas. On oublie. Par contre, ce dont on essaye de prendre conscience, c'est dans mon propre système de pensée, aujourd'hui où j'en suis, et parmi ce qu'on a pu me dire, ce qu'on n'a pas pu me dire, ce qu'on ne m'a pas dit, parmi ce que j'ai vu, parmi ce que je n'ai pas vu, parmi ce que mes copines m'ont dit, aujourd'hui, comment j'ai construit mon système de pensée en lien avec la sexualité, et en quoi ce système de pensée me favorise dans ma sexualité, ou me fragilise, ou me limite dans ma sexualité. Et oui, parce que je trouve qu'il y a aussi, par rapport à la question que je te posais, c'est toujours une mésinformation. Enfin, voilà. Ou si, par exemple, on dit à quelqu'un « Ah bon, ça te choque que ton copain se masturbe devant un porno ?»« Oh, pas moi. » Et des fois, juste ce « Oh, pas moi » peut complètement changer la vision des choses de la femme justement en question. Et en fait, j'ai l'impression que chacun est tellement enfermé aussi dans sa tête à ne pas oser dire, même dans le sens inverse, de ne pas oser dire j'ai surpris mon mari en train de regarder un film porno, ça m'a choqué, qu'est-ce que t'en penses ? On en est toujours là, on n'ose pas se dire les choses, se parler entre copines. Oui, on n'ose pas se dire les choses, déjà dans un couple, on n'ose pas se dire les choses. Oui, il faut pas se leurrer, à la majeure partie des hommes qui se masturbent devant un film porno quand ils sont mariés ou quand ils sont en couple, ils ont le sentiment de faire quelque chose de mal. Le problème en soi, c'est pas, une fois de plus, je le dis et je le redis, c'est pas je me masturbe devant un film porno dont je suis un pervers et un gros cochon. C'est pas du tout ça. Si je me masturbe devant un film porno, si j'assume ma sexualité en autonomie parce que ma partenaire a envie de faire l'amour une fois par semaine et moi j'ai des plus gros besoins, très bien. Maintenant, il faut avoir conscience de comment je me masturbe devant le film porno. Alors, c'est pour moi, en tant que sexologue, c'est ça le problème. C'est pas le je me masturbe ou je me masturbe pas devant un film porno. C'est est-ce que en me masturbant, j'ai un agir qui va renforcer les composantes qui vont me permettre d'être fonctionnelle dans la sexualité, de maintenir mon désir coïtal, d'être pénétrant, d'aimer pénétrer, de jouer avec mon corps d'homme, ou est-ce que ça va fragiliser tout ça ? Si ça fragilise, ce n'est pas bon pour le résultat. Ce que tu disais pendant la pause qui était très intéressant, c'est que finalement, tu parlais d'imagination, de créativité. C'était intéressant, c'était de dire que l'homme ou la femme, finalement, peu importe, se masturbe. Tant mieux, à la limite, si c'est pour réguler. Tant mieux, c'est important. Ou même pour se donner du plaisir. Pour se donner du plaisir, mais je veux dire, oui, carrément. Mais finalement, il faut que, comme tu dis, il faut qu'il soit acteur, créateur et créatif et imaginatif. L'imaginaire sexuel est une composante justement très importante dans la sexualité,
D'accord ? Pour déclencher une excitation, ça va passer par mes sens et par mon imaginaire. Très souvent, quand j'évalue justement les patients, ils sont capables d'avoir une érection devant un film porno, mais sans film porno, ils sont plus capables d'avoir une érection. Ce que tu disais qui était intéressant, c'est que finalement, c'est là ils ont fragilisé leur imaginaire sexuel. Ouais. Et j'avais un patient, il avait dû faire un montage d'un film. Il répétait en boucle la même petite scène, très pauvre, hein. C'était une femme, c'était la même scène. Il me la décrivait avec beaucoup de charge émotionnelle, là, ça se voyait là. Et il expliquait justement, elle a les cheveux bruns, défaits, du rouge à lèvres défait, et il faut qu'elle regarde la caméra et qu'elle fasse « Ah !» Donc, il se passe ça en boucle pendant qu'il fait l'amour avec sa femme. Ah Eh bien oui. Ah oui, d'accord. Parce que maintenant, son érection, c'est ça le trouble du code. Mon érection est tributaire de ça. Ce que je vis avec ma femme, elle m'apporte pas la même chose. Je ne vois pas la même situation, et je ne peux m'exciter que avec ces codes-là. Ce code-là. Le 1 et le truc. Donc là, je me le mets en boucle. Ouais, d'accord. Et mon érection dépend de ça. C'est ça, fragiliser l'imaginaire. Non, ça, c'est fragiliser sa capacité d'avoir une érection, sa fonctionnalité sexuelle. Oui, mais c'est aussi, je veux dire, pas d'imaginaire sexuel. Manque d'imaginaire lié à... En fait, c'est depuis le début de l'émission, je dis, c'est pas un paradoxe, mais on aurait tendance à croire l'inverse à chaque fois. C'est quelqu'un qui va regarder du porno va peut-être être plus imaginatif. Et finalement, on se rend compte que non, ça appauvrit. Finalement, c'est comme quand on parle de la télé. Mon imaginaire, je dois le créer. C'est pas quelque chose qui m'est imposé, avec des codes très très restreints. Et cet homme-là dont je parlais tout à l'heure, là, avec sa brune qui se passait, il n'est pas avec sa femme, il n'est pas avec sa compagne quand il fait l'amour. Il est calqué, il est connecté à une image qu'il regarde et qui fait monter en charge émotionnelle, dans lequel son érection fonctionne en mode automatique, et où il est connecté, câblé sur l'image, comme ça, mais il n'est pas dans ses sensations péniennes, il n'est pas dans un échange émotionnel avec l'autre. Finalement, c'est juste une décharge... une décharge génitale. Une décharge génitale, ouais. C'est exactement ça. Ouais, il pourrait se masturber, mais il le fait dans le vagin de son partenaire, mais avec les codes dont il a besoin, avec son sel à lui. Donc finalement, on pourrait dire que, moi, j'ai l'impression que de tout ça, ce que je comprends, c'est que le porno, la pornographie, peut aider dans certains cas quand c'est ludique, quand c'est épisodique, quand c'est je dirais pas ça comme... Voilà, ce mot-là me va bien. La conscience sensorielle, derrière tout ça, il y a quoi ? C'est le centre, la cible, c'est ça, c'est mon corps, mes perceptions corporelles. Ça va passer par mes sensations, ça va passer par ma respiration, ça va passer par ce que je vois, ce que je ressens, mais ce que je vois et que j'ai construit, mes sensations. Quand une personne est capable d'utiliser la pornographie tout en renforçant cette corporalité-là et ces espaces sensoriels, conscience respiratoire, conscience corporelle, ça va, mais c'est très rare. Oui. Quand une personne n'est pas capable de le faire, surtout ne pas le faire. C'est déjà rare d'être en conscience des choses de façon générale, donc dans la sexualité qui, comme on le dit depuis le début, est quand même bien en retard sur son temps. La conscience du corps, c'est très difficile. C'est le plus important dans la sexualité. C'est ce que tu donnes comme clé d'ailleurs, de re-rentrer en conscience avec son corps et avec... Dans mon livre, là, celui auquel tu fais allusion, Sexualité épanouie en 15 étapes, le but, c'est de développer sa conscience pour les femmes. La conscience, qu'est-ce qui se passe dans mes mouvements ? Comment est-ce que je vais ressentir une excitation sexuelle ? C'est quoi une excitation ? Comment je la ressens dans mon corps ? Et pour un homme, c'est la même chose. Si je pénètre parce que j'ai bandé et que je bouge et que ce qui m'intéresse, c'est juste l'éjaculation, c'est pauvre. Si maintenant, pendant la montée de mon excitation, je suis en capacité de faire naître des sensations, les repérer, les faire voyager dans mon corps, tout en étant dans un contact émotionnel avec ma partenaire, là, j'ai quelque chose, là, je vis quelque chose. C'est ça, les épices qu'on ramène dans cette phase de rééducation. On va diminuer le sel. Mais au fur et à mesure, on va emmener l'homme à prendre de plus en plus conscience de ce qui se passe. Quand je rentre dans un vagin, mon pénis, comme une troisième main, est-ce qu'elle est en train de toucher quelque chose de doux, d'humide, de chaud ? Qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas ? Qu'est-ce que j'aime ? Qu'est-ce que je ressens au bout de ce pénis-là ? Comment est-ce que je ressens ? Je vais le faire circuler dans mon corps. Qu'est-ce que mes mains touchent quand ils touchent le bassin de ma femme ? Il y a du travail, hein. Yes. Mais c'est un beau travail et c'est le travail d'une vie. Ouais, c'est chouette.
Écoute, on arrive à la fin de l'émission. Ouais. Déjà. Et ben, en tout cas, moi, ce que je retiens, c'est toujours beaucoup de communication, beaucoup d'informations justes, voilà, et de l'éducation dans tout ça. Et puis après, d'être, comme on disait, en conscience du corps. Merci beaucoup. C'est moi. Merci de m'avoir invitée. C'est vraiment un grand plaisir. Pour la deuxième fois, c'était un très grand plaisir. C'est un plaisir vraiment partagé. J'espère que tu vas revenir. Moi, j'ai plein d'autres sujets en tête. Elle s'appelle Claudie Caufour. Si vous tapez son nom sur Internet ou sur Facebook, vous la trouvez. Vous trouvez tout ce qu'elle propose. Elle a écrit un livre qui s'appelle Sexualité épanouie en 15 étapes. Et elle va revenir. C'est super. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Et merci de votre écoute. Merci.